Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Débat du week-end. Aujourd'hui, c'est dimanche 20 juillet 2025. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve avec des débatteurs aujourd'hui et vraiment pas de moindres pour parler des sujets essentiels. Aujourd'hui, on parlera du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Voici deux pays, on dira deux pays frères, mais en réalité qui étaient un seul pays par le passé, donc dire que nous avons un peuple unique. Mais aujourd'hui, avec la situation sécuritaire, politique et les nouveaux dirigeants que nous avons dans les États du Sahel, il faut dire que par moment, on connaît des tensions diplomatiques, voire même rupture de relations diplomatiques. Et nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités. Je vais commencer d'abord à vous présenter le doyen que vous connaissez déjà, le doyen Newton Ahmed Barry. Bonjour, monsieur Newton. Bonjour Franck. Et ensuite, je vous présenterai aussi ici Monsieur Karayigo que vous connaissez déjà. Bonjour, Monsieur Franck. Et Monsieur Lucas, je pense qu'il va se présenter tout à l'heure quand il aura la parole, qui est le président du mouvement EMCI. Vous avez déjà entendu parler, c'est sûr. Aujourd'hui, il est là pour vous parler un peu plus aussi de la Côte d'Ivoire, des ambitions de son mouvement et de ses ambitions à lui aussi, parce qu'il aura l'occasion en tout cas de vous annoncer vous-même. Bonjour Monsieur Lucas. Oui, bonjour, bonjour, je suis entendu, oui, bonjour. Oui, Monsieur Kara, vous qui êtes un doyen, en introduction, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire? Merci, Monsieur Franck. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que je connais très, très, très bien, puisque mon pays, le Burkina Faso, parce que je connais toutes les localités de la Côte d'Ivoire. J'ai parcouru toutes les localités. J'avais un métier que je fais qui m'a permis de découvrir toute la Côte d'Ivoire. Je connais aussi bien Abidjan, toutes les communes, je les connais très bien. Je connais très bien les mentalités des Ivoiriens. Euh, je connais la politique ivoirienne, au temps de Fouet, au temps de Bédier, au temps de Gérard Guéry. À la Chambre, je suis un peu absent, mais je peux dire que moi, je connais profondément la Côte d'Ivoire. Je connais les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je connais euh, comment les Burkinabés se comportaient à Abidjan, même à travers toute la Côte d'Ivoire. Et je connais comment on était traité. Je connais comment ça s'est passé. Donc, je ne suis pas quand même aucun mot. À part les nouvelles constructions, mais c'est le gars est là. Je peux lui citer où se trouve tel commissariat, où se trouve tel hôpital. Donc, je, je connais parfaitement la Côte d'Ivoire. Mais je dirais que ce qui se passe aujourd'hui n'engage que le président Ibrahim Traoré. Ça, les Burkinabés n'ont rien à voir dedans. La majorité des Burkinabés n'ont rien à voir dedans. Des sujets d'Ibrahim Traoré, qui suit Ibrahim Traoré, pour ce qu'on est en train de voir, n'engage pas le peuple burkinabé. Malheureusement, certains Ivoiriens sont tombés dans ce piège-là, croyant que c'est tout le Burkina qui se comporte comme ça. Nous, on était quand même des personnes respectueuses. Je connais les Burkinabés. Vraiment, pendant 20 ans, j'étais avec eux. Je vous rappelle d'abord que au temps de Houphouët-Boigny, avant l'arrivée de la Révolution, les Burkinabés, on règle nos problèmes burkinabés au niveau de notre consulat. Le problème burkinabé, quand un Burkinabé a problème un Burkinabé, les policiers, les commissariats, nous avons allégé dans votre ambassade. C'est quand la révolution est arrivée que maintenant les Ivoiriens sont accaparés de tous les problèmes. Même le problème entre les Burkinabés se règle dans les commissariats. Donc, on va en parler un peu en profondeur. Je vais laisser Winston et l'autre Ivoirien. Moi, j'ai beaucoup à dire parce que je connais bien la Côte d'Ivoire, je connais la politique, je connais comment ça se passait. L'Ivoirité est née devant moi, grandi devant moi, et tombé devant moi. Donc, je connais très bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas que je permettrai à l'Ivoirien ou à M. Barry de. Oui, Monsieur Lucas, vous qui êtes un jeune leader, après la présentation que vous ferez, on aimerait aussi entendre ce que vous savez du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, bien sûr.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir reçu ici sur votre panel. J'aimerais déjà saluer tous ceux qui nous suivent et me présenter. Je suis Luc Armand Bonaer, voilà. Je suis ivoirien. Je suis président fondateur du mouvement EMCI En Marche Côte d'Ivoire, voilà, un mouvement progressiste citoyen, voilà, qui prône l'union. C'est un mouvement d'obédience de gauche, progressiste, donc qui prône l'unité, l'union, et puis la fraternité, l'inclusion, la non-exclusion. Donc, ce mouvement-là est né, ce mouvement-là est jeune. Malgré cette jeunesse, nous avons décidé de présenter un candidat à l'élection présidentielle qui va porter haut les couleurs de l'UMCI en ma personne. Voilà. Donc, je suis candidat à la candidature aux élections présidentielles de 2025, d'octobre 2025. Pour aller plus loin, je suis un Ivoirien, mais aussi, je suis aussi un Burkinabé et je me sens Burkinabé. Pourquoi? J'ai grandi avec des amis, des frères aujourd'hui, qui sont retournés au Burkina après l'obtention de leur baccalauréat. J'ai été au Burkina, j'ai été plusieurs fois, à plusieurs reprises au Burkina, à Ouagadougou, et des mois au Burkina. Alors, Monsieur Lucas, apparemment votre vidéo doit avoir des soucis. Ok, en attendant que Vous Monsieur Lucas... m'entendez? Allô? Ouais, votre vidéo s'était plantée. Allez, on peut reprendre, allons-y. Ok, ok. Donc, je disais, j'ai des amis et des frères avec qui j'ai passé l'enfance qui sont originaires du Burkina. Et donc, j'allais au Burkina à chaque fois pour leur rendre visite. Je connais le Burkina, je connais certains quartiers de Ouagadougou, puisque c'est à Ouagadougou que je suis resté. C'est là-bas que j'ai vécu pendant des mois. Et au-delà de ce fait-là, j'ai grandi et j'ai été élevé par un Burkinabé, donc qui a quitté le Burkina, qui venait travailler pour mon père. Donc ce monsieur-là, il m'a aimé, il m'a conseillé, il a été d'un véritable soutien pour moi. Il est comme un père pour moi. Actuellement, il est toujours en Côte d'Ivoire avec sa famille. Voilà, il a acquis la nationalité ivoirienne par naturalisation et ses femmes et ses enfants sont au Burkina. Donc, pour ma part, la Côte d'Ivoire et le Burkina, surtout le Burkina, nous avons un lien tellement étroit que ce qui se passe aujourd'hui me fend le cœur, me déchire le cœur. Et j'espère qu'on aura la possibilité d'en débattre dans le fond. Pour ma part, oui, c'est une dérive autocratique qui est en train de se positionner dans notre cher pays, le Burkina Faso. Donc, merci beaucoup et puis je reste à l'écoute. Merci. Oui, Monsieur Newton, bonjour une fois de plus. Vous qui avez été une autorité pour le Burkina Faso, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur les relations qui existent, qui ont existé et qui existent entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le micro, on n'entend pas. Le micro, s'il vous plaît. Ah, désolé. Ok, j'avais coupé mon micro. Ok, c'est arrivé. Merci, Ludo, merci. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont des pays structurellement, intrinsèquement liés par l'histoire et la géographie. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont fait un moment un seul pays. N'oubliez pas aussi que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, du point de vue économique, sont deux entités intégrées. Et d'ailleurs, du temps de la colonisation, parce que ce que les gens disent, c'est vrai. On peut aujourd'hui remettre en cause plein de choses. On peut s'ériger contre la colonisation,
on peut pas effacer la colonisation et les conséquences qu'elle a produites. Et la conséquence de la colonisation, c'est d'avoir produit les deux États, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et d'avoir pensé pour ces deux pays une sorte de destin commun et de construire structurellement ces deux destins. N'oubliez pas, en fait, il y a eu historiquement deux éléments, pour ne pas être très long. La création du RDA, la base pour la profondeur stratégique du RDA quand il a été créé, c'était donc la Haute-Volta, le Burkina Faso d'aujourd'hui. Et en fait, le problème avec les gauchistes, c'est un problème idéologique, est intervenu avec Houphouët au moment du désapparentement du RDA avec le Parti communiste. Puisque n'oubliez pas que pour beaucoup d'Africains, et vous savez, et c'est ça le propre, cette tendance-là et cette idéologie est très importante au Burkina Faso, le Burkina Faso a eu une élite de gauche structurellement. Et ce désapparentement avec le Parti communiste, pour beaucoup d'hommes de gauche en Haute-Volta, aujourd'hui au Burkina Faso, a laissé, pour ainsi dire, une plaie ou en tout cas des marques indélébiles qui n'ont pas pu être dépassées. Et beaucoup sont restés à ce stade-là, au lieu de voir le destin commun de ces deux pays. Donc, la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire sont obligés, n'ont pas le choix que de vivre ensemble. Moi qui vous parle, mon père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1942, donc avant même que les indépendances soient proclamées. Moi, j'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire. J'ai bénéficié de la bourse ivoirienne. Je n'ai jamais voulu prendre la nationalité ivoirienne, mais j'aurais pu. Mon père étant arrivé en 1942 en Côte d'Ivoire, à l'indépendance en 1960, il est de fait, s'il le voulait, ivoirien. Et donc, moi, j'ai bénéficié de la bourse, et donc j'ai un bac ivoirien. J'ai passé mon bac en Côte d'Ivoire, notamment dans la belle ville d'Agboville, qui n'est pas loin d'Abidjan, que tout le monde connaît d'ailleurs, que je salue. Ceux qui me reconnaîtront et ceux qui ont été mes promotionnaires dans cette belle ville. Donc, et puis je dois dire une chose qui est toujours personnelle. Quand Ibrahim Traoré a persécuté ma mère, c'est en Côte d'Ivoire qu'elle a trouvé refuge, parce qu'on y a encore de la famille. Donc voilà ce qui fait que, n'oubliez pas, depuis 1960, ces deux pays-là, et ce n'est pas le fait du hasard, en 1966, quand il y a eu le premier coup d'État, on peut l'appeler la première insurrection, et que Maurice Yamiogo a été renversé, c'est en Côte d'Ivoire que Maurice Yamiogo est parti. N'oubliez pas aussi que jusqu'à présent, nous avons le président Blaise Compaoré qui vit dans ce pays. Donc, c'est dire les liens presque insolubles qui existent entre ces deux pays et qui font que, de toute façon, dans la communauté ouest-africaine, un jour ou l'autre, moi je pense que ces deux pays n'en feront qu'un, parce que l'un est la profondeur stratégique de l'autre. Et de toute façon, on est condamné à vivre ensemble. Et on peut, pour terminer, remarquer que les périodes fastes pour l'UOMOA et pour la zone ouest-africaine, en tout cas cette zone ouest-africaine francophone, ces moments de faste, ce sont des moments d'entente entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, comme on a pu le voir à la sortie de la crise ivoirienne et les embellies qui se sont suivies, qui ont permis à ces deux pays-là de faire, en tout cas à l'économie sous-régionale même, de faire un grand bond en avant. Et nous avions et nous étions, il ne faut pas l'oublier, en train de construire l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, dont les financements avaient été presque bouclés et qui préfigurait donc la création de l'autoroute de la CEDEAO qui ne devait en être qu'un prolongement.
C'est pour vous dire que aujourd'hui, ceux qui ne savent pas, bon, ces deux pays-là sont condamnés à vivre et à mourir ensemble. Mais je pense, je préfère vivre ensemble. Voilà. Oui, comme vous l'avez si bien dit, vivre ensemble parce que les nations demeurent, ce sont les hommes qui passent. Et dans Kara, quelle analyse faites-vous hein, de la situation de nos relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du tristement célèbre Ibrahim Traoré? Et voilà, c'est pourquoi je dis que ça n'engage que Ibrahim. Moi, je dis que ça n'engage que Ibrahim Traoré et c'est si nous, peuple burkinabé, nous, on ne se reconnaissait pas dans tout ce qui se dit aujourd'hui. Le peuple ivoirien aussi ne se reconnaissait pas. Parce que qui ici peut me dire aujourd'hui que des millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, aucun n'a levé le doigt pour dire que depuis l'arrivée de Ibé avec ses propos, j'ai eu des problèmes. Aucun. Nous, on est en contact avec nos chers, on est en contact avec nos frères qui disent que nous, on vit tranquillement ici. On n'a pas de problème. Ça veut dire que les Ivoiriens ne prennent pas en compte ce que Ibrahim dit. Alors, Ibrahim ne peut pas nous séparer. Moi, je vais rajouter une chose. Il y a une comédienne ivoirienne qui s'appelait Masso Mamano. Bon, elle est du Nord. Elle s'est mariée avec mon cousin. Elle vient de décéder il y a 3-4 mois. Ben, la douleur est partagée entre les deux pays. Parce que nous, c'est les Bessa, ils se sont mariés en Côte d'Ivoire, c'est notre femme. Après le décès de Masso, les parents ivoiriens sont venus. Le bagage qu'elle a laissé, nous on appelle bagage, c'est sa paix. On a divisé en deux. Ses parents ont récupéré pour eux, notre frère a pris pour nous, et il a allé au Burkina Faso. Et lorsqu'il est arrivé, les Burkinabés se sont dirigés là pour aller présenter leurs comédiens. Autant de pays, je vous parle de 3-4 mois que ces comédiens-là, ils ont été paix à son âme. Donc, c'est pour dire que même le temps qu'il ne veut pas, la population burkinabé et ivoirienne est inséparable parce qu'il y a un lien fort. Madame Masso, quand elle venait au Burkina, elle venait prendre les enfants de son mari, parce que son mari a deux fois, elle venait prendre les enfants des 2 ans, 3 ans, et elle envoie à Côte d'Ivoire. Ils sont tous grandis là-bas. Comment vous pouvez séparer un peuple rentrer vraiment en profondeur comme ça? Donc, c'est ce qu'il peut faire. Je crois que M. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Ils savent qu'il passera et le peuple burkinabé restera. Donc, moi, pour moi, ils gèrent les choses. Les Burkinabés sont tranquilles là, et sont contents de cela. Donc, si il y a d'autres questions à poser concernant la politique passée, il y a eu le bas et là-haut et le bas. Ça, dans chaque chose, il y a eu quelque chose. Mais nos présidents, en tout cas, en dehors des bébés, personne n'a allé jusqu'à ce niveau. Personne, aucun président. Parce que j'étais là-bas, j'étais en contact quand les présidents arrivent, souvent on va les accueillir, souvent ils viennent au consulat, on va dans les hôtels pour les saluer, pour les dire voilà ce que nous voulons, ce que nous créons. Mais aucun n'a allé jusqu'à ce que j'entends dans la bouche de Ibrahim Traoré, ce que j'entends dans la bouche des petits voyous burkinabés aujourd'hui envers la Côte d'Ivoire. Voilà, donc je m'arrête là. Que vraiment, je suis vraiment ravi que nos compatriotes sont là-bas tranquillement et que personne ne les touche parce qu'ils nous disent que non, on n'a pas de problème. Nous, on vit en l'air ici, on est tranquille, on est en paix. C'est l'essentiel. Laissez IB bavarder, il va partir. Laissez laissez Ibrahim Traoré bavarder, il va partir, oui. Lucas, vous qui êtes un jeune leader, digne héritier de la politique du président Alassane Ouattara, qui a appris quand même aux Ivoiriens cette bonne culture démocratique, parce qu'il faut dire qu'on vous envie quand on voit sur vos plateaux télé, il y a des débats très instructifs. Quelle analyse faites-vous de la situation hein, des relations aujourd'hui entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sous Ibrahim Traoré?
Bon, merci. Moi, j'aimerais dire que ça me peine vraiment. C'est vrai qu'au départ, en tant qu'Africain et en tant qu'Ivoirien, on a un peu cru aux propos de Ibrahim Traoré parce que il venait prendre le Burkina dans un état où le Burkina était envahi par un Guaitero qui était un pote et au nord du pays. Et donc, il a promis aux Burkinabés qu'en 6 mois, il aurait fini de régler ce problème de sécurité qui mine le Burkina Faso. Donc, on a un peu cru, on l'a soutenu, et en toute franchise, on a été naïf. Parce que ce monsieur-là, venu au pouvoir, au lieu de s'évertuer à accomplir la tâche pour laquelle il a été mandaté par ses compères, on a vu plutôt un monsieur qui a tenté par tous les arguments et tous les arguties théoriques et dithyrambiques de se maintenir au pouvoir. Et c'est ça que nous devons. Nous devrons le faire qu'un militaire qui a pris le pouvoir par les armes. Aujourd'hui, les partis politiques du Burkina ne sont pas dissous, en croire certaines personnalités sur le terrain. Aucun Burkinabé ne peut s'exprimer sans être envoyé au front. Ça dure maintenant depuis bientôt des années. Je pense qu'il s'est fait lui-même octroyer un mandat de 5 ans supplémentaires sans élection. Nous, en tant que mouvement politique, donc mouvement ancré et attaché à la chose démocratique, nous condamnons avec la dernière énergie cette manière de se maintenir au pouvoir. Et pour nous, l'Afrique a besoin de démocratie. Et seule la démocratie pourra nous faire avancer. Nous sommes vraiment en retard, très en retard par rapport à d'autres pays qu'on a visités par expérience aussi. Mais lorsque vous visitez, que ce soit Bruxelles, que ce soit Dublin, que ce soit Paris, que ce soit Londres, vous voyez un peu l'évolution de ces pays-là. Mais nous, pays africains, nous sommes très en retard, très en retard. Est-ce que ce sont les coups d'État qui permettront à nos pays d'avoir le développement effectif? Parce que pour nos pays, aujourd'hui, la priorité, c'est le bien-être des populations. Quand il est arrivé, il avait expliqué dès le départ que le problème au Burkina, c'était la solidarité nationale. Et que certains Burkinabés n'étaient pas solidaires des Burkinabés du Nord. Et que là-bas, des citoyens burkinabés n'arrivaient pas à se nourrir convenablement. Et donc, il allait mettre en place un programme pour que cette situation soit réglée. On ne sait pas par quel moyen et par quel artifice M. Ibrahim Traoré, au lieu de trouver des solutions pour les Burkinabés, s'est tourné tout droit vers la Côte d'Ivoire pour attaquer la Côte d'Ivoire et son président, pour dire qu'il a les preuves que la Côte d'Ivoire abrite une base militaire pour déstabiliser le Burkina. Cela fait bientôt 1 an qu'il a tenu ses propos. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune preuve. Nous disons que c'est du populisme. Et ce monsieur est un populisme pas tâté. Ce panafricanisme déguisé 2.0 sera devenu le peuple pour les Burkinabés et même pour les Africains. Parce que aujourd'hui, avec la mondialisation et la globalisation, je ne pense pas que c'est réconcilier sur soi-même et puis dire qu'on va se développer avec un partenariat privé, un partenariat État avec la Russie puisse permettre au Burkina de sortir du sous-développement. Pour nous, c'est une hérésie politique. Donc, nous souhaitons que ce monsieur cède le pouvoir. Qui cède le pouvoir à quelqu'un qui serait capable de gérer le Burkina. Et surtout qui cède le pouvoir aux civils. Voilà, parce que nous estimons qu'en démocratie, ce sont les hommes politiques qui doivent diriger la vie politique d'une nation. Donc, nous estimons qu'il doit céder le pouvoir le plus rapidement possible.
sortir ce carcan qui ne fait que regarder le Burkina Faso et permettre au Burkinabé de s'exprimer dans les urnes. Voilà un peu la première partie de mon intervention. J'espère que je pourrai en développer plus avec les grands frères ici. Merci. Alors, M. Newton, vous qui avez été président de la Commission électorale nationale indépendante, et on apprend que cette institution a été dissoute par Ibrahim Traoré. Et on se dit aujourd'hui qu'on a l'impression que les luttes passées n'ont servi à rien. C'est triste en même temps, c'est le processus de détricotage de tous les acquis démocratiques que nous avions eus ces 30 dernières années. Il faut avoir à l'esprit, et ça c'est quand même extrêmement important, que la Commission électorale indépendante, telle que nous l'avions jusqu'à présent, celle qui a été dissoute il y a quelques jours, est le fruit de la lutte des Burkinabés dans le collectif après l'assassinat de Norbert Zongo. C'est-à-dire qu'en 2002, la sortie de crise de l'assassinat de Norbert Zongo s'est soldée par deux avancées majeures en matière démocratique. La première des avancées, c'était la libéralisation de la parole et de la presse, avec donc l'adoption de nouveaux codes de l'information qui consacrent davantage la liberté, qui consacrent donc le régime de la déclaration totale pour la presse et également la possibilité de la création de l'audiovisuel. Le deuxième élément, c'était aussi des avancées au niveau politique, avec donc l'acceptation de la création d'une commission électorale nationale indépendante, vraiment indépendante du gouvernement, dirigée par la société civile, qui avait donc en charge l'organisation des élections. Et nous étions donc lancés. Moi, j'ai eu la chance de faire un mandat à la tête de la commission électorale, dans laquelle il y avait deux écueils à la vérité, mais qui auraient pu être résolus et sur lesquels nous avions même mis en place des éléments structurels qui devaient le permettre d'être résolus. La question de fond, c'est la question du coût des élections, c'est-à-dire comment rendre les élections économiquement supportables, c'est-à-dire donc comment faire en sorte que les élections ne coûtent pas trop cher aux citoyens. Nous avions la solution qui était simple. On ne peut pas avoir aujourd'hui des élections sans avoir un fichier d'état civil efficace. Et nous avions la chance de l'avoir avec le fichier de la carte d'identité nationale qui en même temps est biométrique. Puisque à partir de 18 ans, et avant d'ailleurs, je pense, on a de par la loi la possibilité de se faire établir une carte d'identité. Et nous avons dans la base de données de l'ONI, l'Office national d'identification, qui est donc l'office qui donne les CNIB, qui donne les cartes d'identité nationale, nous avions environ une base qui contenait près de 10 millions de personnes qui avaient 18 ans et plus. Or, on ne rentre dans le fichier électoral qu'à partir de l'âge de 18 ans. Donc, aujourd'hui, fondamentalement, on peut, sans dépenser un rond, sans dépenser vraiment un fonds, constituer un fichier électoral crédible, à partir de l'utilisation de la base de données de la carte d'identité, qui est donc la base de données biométriques. Si cette réforme aboutissait, nous avions donc la chance d'avoir des élections qui allaient être, dont les coûts allaient être réduits, à mon avis, à un niveau soutenable, c'est-à-dire donc permettre la soutenabilité des coûts des élections. Une fois que vous avez résolu la question du fichier électoral et que c'est celui-là même qui coûte près de 60% du budget, si vous résolvez la question du fichier électoral, ça veut dire que le reste, 40%, peut être résolu par le fait qu'au niveau de la communalisation, il faut donc faire intégrer la participation volontaire des citoyens au niveau de chacune des communes pour l'organisation des élections. Ce qui se fait ici, par exemple, en France.
Donc, ça veut dire encore à partir de là-bas, on peut réduire structurellement le coût des élections. Donc, ce n'est plus un problème de coût des élections, ce n'est même plus un problème de crédibilité, parce qu'on peut tout dire, mais l'élection de 2020 a été une élection relativement correcte. 2015, 2020 ont été des élections relativement correctes qui ont permis donc, et d'ailleurs, je pense que c'est le marqueur le plus important d'une élection crédible, ont permis donc que le vaincu vienne féliciter le vainqueur. Et on a vu en 2020, tous les vaincus, après avoir chicané un bout de temps, se sont finalement revenus à aller féliciter le vainqueur qui était Roch Marc Christian Kaboré. Et le chef de file de l'opposition, qui est donc Zéphirin Diabré, a même accepté faire un tandem avec Roch Marc Christian Kaboré en intégrant son gouvernement. Donc, c'est quand même une des rares fois en Afrique où, à la fin d'une élection, les protagonistes, c'est-à-dire donc l'opposition, ou en tout cas le chef de file de l'opposition et la majorité finissent par s'entendre et accepter de cheminer ensemble. C'est rare en Afrique de ne pas être signalé. Donc, c'est vraiment dommage, mais bon, ça se comprend aussi. Le fait que quelqu'un puisse mettre dans une salle, quelque part à Ouaga 2000, 200 bons hommes, ou même un peu moins, et à partir de là se faire octroyer un mandat de 5 ans, évidemment, ce type-là ne peut pas cautionner une élection démocratique dans laquelle c'est les citoyens pourraient être consultés. Et je pense que ce temps lui-même taillé une charte constitutionnelle qui donc valide son élection dans les salles avec un petit groupe, il a compris que dans 5 ans, puisqu'il a un mandat de 5 ans, s'il arrive à finir le mandat de 5 ans, il va donc faire un bis repetita, il va réunir encore les mêmes, même si aujourd'hui, c'est une digression, même si aujourd'hui les Waïs, dont beaucoup, pas eux seuls, beaucoup ceux qui ont été la base sociale de son élection gratuite pour 5 ans, là, je ne suis pas sûr que beaucoup seraient prêts à récidiver aujourd'hui au regard de ce qu'il leur fait subir. Mais bref, ça c'est autre chose dont on va parler. Donc voilà un peu ce que je veux dire. C'est un détricotage évidemment la lutte citoyenne. Et le pauvre Norbert Zongo finalement est hors pour rien parce que c'est dommage, toute la lutte du collectif aujourd'hui se retrouve ainsi dilapidé politiquement. C'est le dernier, je veux dire, élément important de l'acquis politique qui était la CENI qui vient de disparaître. Et puis, il n'y a pas longtemps, il avait fait faciliter la presse, puisque aujourd'hui, la presse se résume aujourd'hui à chanter les louanges d'Ibrahim Traoré au regard de tout ce que l'on peut imaginer au Burkina Faso. Oui, doyen, pour répondre dans ce sens, doyen Karaïgo, on a tous appris, comme l'a si bien dit M. Newton Ahmed Bari, ancien président de la commission électorale, on a l'impression que les luttes que vous avez eu à mener par le passé, d'autres même sont morts, et ça n'a servi à rien. Je peux dire, bon, ça n'a servi à rien, bon, c'est pour dire, ça a servi quelque chose, parce que doyen Bari a bien cité que après la mort de Norbert Zongo, il y a eu une ouverture. Ça, sûrement, il y a eu une ouverture. Il y a eu beaucoup d'avancées. Ça, personne ne peut contester. Si aujourd'hui, cette avancée-là est mise en cause, ce n'est pas la faute de ceux qui ont fait cette ouverture-là. Moi, je voudrais vous rappeler, c'est nécessaire de rappeler, parce qu'on a des preuves. En 1998, ce n'était pas facile. Les Ivoiriens nous ont soutenus pour qu'on sorte dans cette situation. Parce que le monde entier a compris, certains Ivoiriens avaient des contacts avec le président Blaise, ils ne veulent pas se laisser faire. S'il faut aller même à l'affrontement, à la guerre civile. Donc, nous avons essayé d'organiser, c'est pas essayer, plusieurs meetings pour demander à nos frères au Burkina d'apaiser la pression, de ne pas vraiment aller jusqu'à l'affrontement. Les Ivoiriens sont venus nous soutenir, nous avons des preuves. Moi, je vais citer un qui est aujourd'hui populaire.
mais c'est de notre musicien Sanabop, parce qu'il a ses photos dans toutes nos meetings, hein, photos des familles. Et nous avons des preuves qu'il était là avec nous, que des Burkinabés sont là avec nous, que je ne peux pas citer les noms. En premier lieu, c'est l'ambassadeur, M. Émile Ibodo, consul de Boké qui vient. Donc, ça veut dire que cette lutte en 98 ne s'est pas limitée seulement au Burkina Faso. Ça s'est déroulé au-delà de nos frontières, mais nous n'avons pas voulu que ce que Ouagadougou voulait. Nous voulons l'entendre. Nous avons demandé que la justice soit faite et que la mort, vraiment, nous regrettons, mais qu'il y a d'autres. En ce moment, on ne parle pas de 20 millions, des dizaines de millions qui ne restent. Donc, il faut prendre en compte de cela. Donc, des Ivoiriens, que ce soit de l'opposition ou de partis au pouvoir, venez nous soutenir. Parce que le jour des meetings, il faut faire boire les invités, les Ivoiriens apportent ce qu'il faut pour nous soutenir, que je ne vais pas citer les noms, j'ai bien dit, dans l'opposition, que des partis au pouvoir. Malgré le bruit qu'il y avait, il y avait quelque chose qui n'allait pas, à cause de son ivarité, il accusait Blaise d'être à côté d'Alassane Ouattara. Mais ceux qui étaient avec Bédier venaient quand même nous soutenir, que je ne vais pas citer les noms, mais les preuves sont là, ce n'est pas du mensonge. Alors, moi, aujourd'hui, si tout ça est mis en cause, c'est la faute d'Ibrahim. Bon, Blaise, s'il a accepté l'ouverture, il a ouvert tout, le média, la liberté de presse, la liberté d'expression, ça veut dire que les accus, Norbert n'était pas mort pour rien, mais c'est Ibé qui est venu mettre tout ça en cause. Voilà. Si aujourd'hui personne ne se fait, personne ne parle, tout le monde se fait, c'est Ibé. Comme a dit le doyen Barry, que s'il faut refaire, les 200 personnes qui sont allées donner 5 ans à IB, je crois que la moitié ne pouvait pas aller. Vous avez vu l'image triste, le visage de ce pauvre commerçant, et là, il participait dans le rond-point. Aujourd'hui, ça a retombé sur lui, puisque les Wayniens ont dit tout ce qui, on les arrête maintenant, il faut les exécuter. Donc, le gars est paniqué. Il croit qu'après l'interroger, ils vont passer aux armes. Voilà, c'est lui qui a donné 5 ans, il fait partie de ceux qui ont donné 5 ans, et aujourd'hui, il est paniqué, on voit ses visages tristes. Ben, c'est eux qui payent aujourd'hui. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Sebari, qui dit que s'il faut refaire, est-ce que la moitié de ceux qui ont fait vont partir? Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il dit que certains sont en train de payer, je suis aussi d'accord avec lui. Mais, quelque part, il faut accuser l'IB directement. Mais ce n'est pas ceux qui ont permis l'acquis. Après la mort de Norbert, il a bien dit, il a bien dit, vous avez vu, je n'ai pas besoin de citer les élections transparentes, démocratiques, où tout le monde venait féliciter le gagnant, ça veut dire que ça a été propre. Donc on ne peut pas accuser des choses comme ça, quelqu'un vient remettre en cause, et on dit que les gens sont morts pour rien. Bon, on peut dire la mort c'est pour rien, parce qu'on ne peut pas se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Mais ça arrive, quand ça arrive, il faut accepter, il faut se pardonner. Et on s'est pardonné. Et aujourd'hui, c'est tout autre chose. Le Burkina devient autre chose. Et c'est la faute de l'IB et ni personne d'autre. Monsieur Newton, revenons un peu à la gouvernance du MPSR2 du Burkina Faso. Avec ces multiples enlèvements ou même les premiers soutiens d'échappés aujourd'hui, on a vu la situation avec les commerçants contestataires qui ont été enlevés et humiliés à la place publique parce qu'on a vu des vidéos qui ont circulé, leur contraignant à présenter les excuses. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce? Non, je ne pense pas que... évidemment, il faut faire une analyse lucide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une culture politique assez conséquente, qui ont donc parfois pu prendre l'écume pour l'eau, en oubliant qu'en matière politique, il y a un certain nombre de principes sur lesquels
on est assez à cheval parce que l'amitié en politique est la chose la plus éphémère. Et l'amitié même entre les humains est la chose la plus éphémère. C'est pour cela que l'on met en place des dispositions de loi et de principes, non pas pour gouverner seulement quand vous êtes contents les uns avec les autres, mais pour pouvoir gouverner le moment où, forcément, parce que ce moment arrive toujours, où vous n'allez pas vous entendre et qu'il y ait des problèmes entre vous, pour ne pas qu'un profite de sa position pour brimer ou en tout cas pour se venger des autres. Or, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, et y compris malheureusement les loyers et les commerçants dont le sang fait pitié aujourd'hui. Mais pour l'essentiel, dont on pourrait dire qu'ils ne sont pas à plaindre, mais ils sont plutôt complices, mais sans le savoir, hélas, ils ont beaucoup pensé qu'à un moment, il faut tout donner à IB, il ne faut rien lui refuser, et donc, s'il a ça, il va résoudre le problème comme par miracle. On ne résout pas la question structurelle du terrorisme par miracle, ce n'est pas possible. Ibrahim Traoré, son problème, c'est quand il est venu, quand il a quitté Kaya, en tant que simple chef de corps, il n'a jamais dirigé une institution de l'État. Il ne connaissait pas l'État. Il découvre l'État et au plus haut sommet. Il n'avait pas de culture politique et il n'en a toujours pas d'ailleurs. C'est vrai il est assez Machiavel sur un certain nombre de points, peut-être aussi avec les conseils qu'il a de gauche à droite. Il a compris très vite tout l'usage qu'il pouvait faire de l'énorme pouvoir qu'il a entre ses mains en devenant chef de l'État. Mais ce pouvoir n'est pas à lui. Ce pouvoir ne lui est pas donné pour son propre plaisir ou pour en jouir lui-même. Ce pouvoir énorme lui est donné pour servir les autres. C'est un pouvoir que l'on met au service des autres et non pas un pouvoir qu'on utilise pour son propre plaisir. C'est ça qui est problématique et c'est ça que les autres n'ont pas compris. Et comme, évidemment, il n'a pas une culture politique assez conséquente, il a pris un certain nombre de choses comme étant lui-même, c'est-à-dire c'est de sa force. Non, personne n'est fort lui-même. Ibrahim Traoré est né quelque part, il a son acte de naissance quelque part, c'est un simple citoyen comme tous les autres. Toute personne à sa place bénéficie des mêmes prérogatives qu'il a aujourd'hui, qu'ils peuvent utiliser et qu'ils doivent utiliser au service des Burkinabés. C'est ça, évidemment, la République, c'est ça la puissance de l'État. Malheureusement, c'est ce qu'il n'a pas compris et c'est aussi le fait qu'il ait été entouré par des gens qui n'avaient pas une conscience politique assez élevée. Les Wahiens, la majorité d'entre eux, si vous regardez un peu en faisant une petite radioscopie des groupes de Wahiens, beaucoup ont été des militants des partis passés. Ils ont été des militants, mais à pas de niveau décisionnel. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont servi de garçons de course, qui étaient proches des patrons hier, mais qui n'avaient pas voix au chapitre, qui regardaient les patrons agir, qui ne voyaient que, c'est-à-dire l'effet loupe, c'est-à-dire les avantages que les patrons avaient. Ils ne voyaient pas, ils n'ont jamais compris la responsabilité des patrons derrière. Et donc, comme subitement, Ibrahim Traoré arrive, il fait donc ce qu'on pourrait appeler une table rase, il rase tout, ce sont eux qui émergent. Ils se retrouvent être des patrons où ils étaient hier que des subordonnés, même pas de deuxième classe, mais peut-être même de classe beaucoup plus inférieure. Donc, ils se retrouvent à être chefs. Et donc, ce qu'ils ont intégré comme démarche politique, c'est évidemment la flagornerie et chanter les louanges du chef pour espérer avoir, en tirer le maximum de dividendes. Et évidemment, si au bout d'une année, parce que c'est les 690 millions qu'on leur a donné, c'est en 2023. Or, Ibrahim Traoré, n'oubliez pas, il est arrivé au pouvoir en fin septembre 2022.
Donc, c'est en mi-2023 que cette énorme somme a été débloquée et donnée aux partisans et pas à eux tous d'ailleurs. Donc, ce qui fait que beaucoup, ils sont devenus désormais des notables de l'État. Et donc, comme ils sont devenus des notables de l'État et qu'ils n'ont pas une conscience politique assez affichée, ils ne défendent pas l'État et les citoyens, ils défendent celui qui leur permet d'avoir 60 millions, 50 millions, 20 millions, qui est donc Ibrahim Traoré. C'est ça la perversion de la situation, la perversion évidemment du système politique malheureusement dans lequel nous sommes et qui va nous créer plein de problèmes. Parce que nous avons ravalé l'État, nous l'avons privatisé et nous avons accepté qu'un individu qui n'a pas une épaisseur politique conséquente finisse finalement par s'ériger comme un roi et non pas comme un président de la République. Oui, un État qui est totalement soumis à la volonté d'un individu, qui en fait ce qu'il veut. Doyen Kara, on va passer au second point de ce débat, du débat du jour, concernant l'UEMOA, où le Burkina Faso revendique la présidence du Conseil des ministres. Et on a vu le refus des autres pays de l'accorder. Quelle analyse vous avez de cette situation de l'UEMOA? Merci. J'espère que vous m'entendez. Mon micro n'est pas permis. Hein? Ok, très bien. Moi, je ne connais pas beaucoup dans l'économie. Je ne suis pas un spécialiste. Mais le peu que je connais, j'ai beaucoup été dans les plateaux ivoiriens, burkinabés. Bon, d'autres ont dit que quand la Côte d'Ivoire ne voulait pas parce que IB venait sur ses impositifs, ils ont pris l'exemple de Gueye, qui est venu en 1999, que son ministre était quand même conduit. Moi, je dis que quand Gueye est venu, Gueye, le président qui l'a renversé, c'est le président Bédié. Le président Bédié a trouvé refuge au 43e régiment du camp militaire français. Alors, le lendemain, Bédié lance un appel aux Ivoiriens de s'élever à tous les villages, à tout le monde de s'élever pour faire barrage à ces tentatives d'État. Alors, Gueye a dit les enfants viendront te chercher au 43e régiment. Bon, les militaires ivoiriens sont passés, ils ont brûlé des balles, le mur, en face du boulevard qui va à Bassan, et le mur est resté là, on voit qu'ils n'ont pas pénétré dedans. Mais Gueye n'a pas dénoncé la France, il n'a pas abandonné la France, il n'a pas abandonné la CEDEAO. Donc, Gueye avait dit, je suis venu, ce que la CEDEAO a proposé, ce que la France, la communauté internationale a proposé, le retour à l'ordre constitutionnel. Gueye a accepté ça. Gueye a dit qu'il y aura des élections, que tout le monde va se présenter. Donc, Gueye n'avait pas rejeté ceux qui bon, beaucoup, les gens disent que non, ce n'est pas bien la parité égale. Mais c'est la France qui est à la base de la parité. France, ce n'est pas l'euro. Qui me permet, moi, des côtés de l'Europe, si j'envoie 1 euro aujourd'hui au Burkina Faso, je n'ai pas besoin de demander, ça arrive là-bas à 655 francs. Alors, donc, c'est la France qui était à la base de toute cette parité. Si aujourd'hui tu mets en cause la France, tu chasses la France et tu veux prendre la tête de cette institution-là, comment tu vas parler avec la France? C'est ça le premier problème. Le problème, c'est ça. Ce n'est pas parce que IB est un fils. IB met en cause, IB chasse la France, IB dit que la parité, ses partisans disent que la parité ne nous arrange pas. Donc, quand on ne nous arrange pas, sortir carrément. On ne peut pas te confier la gestion d'une chose et que tu ne t'entendes pas avec les autres. Comment si il y a un problème, vous allez résoudre? Parce que IB ne peut pas parler avec les autorités françaises. IB ne peut pas parler avec la communauté internationale. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas parce que c'est un fils
Voilà, les gens parlent qu'ils ne savent pas le vrai problème. Si IB n'avait pas le problème avec la France, si IB avec un pays de route, que bon, dans telle année, le retour à l'ordre constitutionnel au Burkina va être établi, et que bon, c'est aux autorités de l'UEMOA de voir si on va sortir dans la France ou pas, qu'on le sort. Lui, il vient d'arriver, il connaît quoi dans l'autonomie? De prendre la décision de critiquer, de dire que ce n'est pas bon, il ne connaît pas. Il ne peut pas venir s'imposer. Tu ne peux pas venir t'imposer au président qui est là à la création, qui ont travaillé même dans ces banques-là. Toi, un gamin, tu viens, tu mets en cause et tu veux diriger. Bon, et quand les autres vont avoir des problèmes, parce que tu vas créer des problèmes. C'est ça le véritable problème. Sinon, moi, je ne vois pas comment les autres vont s'imposer. Si IB était clair, si IB n'avait pas de problème avec le François parce qu'ils avaient grandi les dieux de l'AIS, qu'il a en préparation. Donc, tu ne peux pas en train de préparer ton propre pied et vouloir gérer l'autre, que les 5 autres pays continuent à partager. Moi, en tout cas, pour moi, je ne suis pas spécialiste, je ne connais rien dans l'économie. Le véritable problème, c'est ça. C'est le problème de l'IB, qu'un gamin qui vient s'imposer et qui veut diriger, alors qu'il a critiqué, qu'il veut sortir et il ne sort pas. Mais pourquoi vouloir, tu ne sors pas et tu veux diriger cette institution-là, notre monnaie? Et c'est pour créer des problèmes à 5 autres pays. Donc, moi, pour moi, je suis burkinabé, mais je ne suis pas pour qu'on confie la gestion de cet argent au Burkinabé. À ce moment, pour le moment, non. Il faut qu'il soit clair dans ce propos. Et sinon, moi, je suis tout à fait d'accord avec la position de la Côte d'Ivoire. Et c'est que, qu'on veut ou non, c'est que la Côte d'Ivoire dit aujourd'hui sur cette monnaie-là, et tout le monde le suivait. Moi, je crois que aucun ne soutient la position de Burkina à part le Mali et le Niger. Les ténors sont d'accord avec la Côte d'Ivoire. Donc, moi, c'est un faux débat. Il n'y a rien de bon. Il n'a qu'à voir ce qui doit s'amener. S'il est prêt avec son monnaie de l'AIS, il le sort. On va voir si ça va tenir. Voilà, moi, je m'arrête. On verra effectivement ce que ça va donner. Chez Newton, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand on dit une chose et son contraire, jusqu'à vouloir diriger cette institution qu'on fustige à longueur de journée. Et je pense bien que déjà, à quelques mois après leur arrivée au pouvoir, ils avaient déjà annoncé leur volonté de créer une monnaie. Votre avis sur cette situation, cette question de l'UEMOA? Le micro, s'il vous plaît. Son micro est fermé. Oui, il va ouvrir. Vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mon frère a dit tantôt et je prends ça en compte. Je voudrais juste ajouter 2 éléments qui me paraissent extrêmement importants. Dans une organisation comme l'UEMOA, et ce n'est pas seulement l'UEMOA, les pays sont classés en fonction de leur poids économique. La Côte d'Ivoire pèse pour près de 40% dans le PIB de l'UEMOA. C'est pour cela que dans la mise en place de la BCEAO, par exemple, qui est donc la banque centrale des États de l'Afrique, des États de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire a de fait le poste de gouverneur, c'est-à-dire le poste de gouverneur est de fait dédié à la Côte d'Ivoire. Aucun autre pays, aucun des 8 autres pays ne peut prétendre à la tête du poste de gouverneur. Je prends un parallèle, c'est comme l'OTAN. L'OTAN, dans l'OTAN, le général qui commande l'OTAN est toujours un Américain. Parce que, comme on dit, celui qui paye le plus, évidemment, choisit le menu. Si on va à un restaurant et que c'est moi qui paye le plus, celui qui ne paye pratiquement rien ne peut pas dire « Ah non, c'est lui qui va choisir le menu », ce n'est pas possible. Donc, il y a ça, c'est le deuxième élément, évidemment, factuel, qui fait que dans la situation actuelle, où le Burkina Faso est dans un flou qu'il a lui-même entretenu,
il lui était difficile, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire est responsable de l'UEMOA, de l'Union monétaire ouest-africaine, qui est l'institution qui produit le CFA. La Côte d'Ivoire, avec 40% dans l'UEMOA, est évidemment le premier concerné. S'il y a une crise économique, aussi il y a une faillite au niveau de l'UEMOA aujourd'hui, le pays qui va être le premier à être impacté le plus, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quand même intéressant que la Côte d'Ivoire puisse avoir son droit et son mot à dire. C'est comme je fais toujours le parallèle. Il est impossible d'imaginer que dans l'OTAN, un autre pays puisse avoir plus de droits que les États-Unis. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que les grandes institutions marchent. Deuxième élément, si vous remarquez ces 3 dernières années, les pays de l'AES, prenant tous les prétextes que vous pouvez vous imaginer, mais ont décidé de violer le minimum de l'UEMOA en vendant donc leur or dans le marché noir et en ne faisant pas les dépôts subséquents dans le compte commun de l'UEMOA et de la BCEAO. Donc, évidemment, si vous faites ça, il est difficile de ne pas payer et de dire que vous avez des droits, parce que dans une organisation, c'est celui qui paye ses cotisations, qui paye ses obligations, qui au moment venu peut décider aussi de donner son avis. Et le troisième élément, qui est un élément, je veux dire, de psychologie, mais qui est quand même, qui n'est pas à négliger, c'est le fait que depuis 2023, ils ont dit qu'ils allaient créer leur propre monnaie au niveau de l'AES. Ils nous ont même dit, je crois que c'était en mars 2023, que leur monnaie était prête à 70%. À partir de cet instant, il ne faut pas oublier que les autres pays de l'UEMOA aussi, au regard de ce qui s'est passé avec la CEDEAO, ont commencé aussi à se préparer et pour se protéger. Quand vous avez des gens imprévisibles, que vous n'avez pas la possibilité de maîtriser et que vous avez des destins liés par rapport à un bien commun, quand des problèmes comme ça se posent, les gens commencent à réfléchir. Donc, il y a eu des réflexions pour savoir quels sont les différents scénarios possibles. Soit ils quittent, les 3 pays-là quittent l'UEMOA, quelles sont les conséquences, et ou soit dans la façon de se comporter aujourd'hui, le fait de refuser d'alimenter le fonds commun avec les ressources du pays, donc de payer leur quote-part, il arrivera un moment où, évidemment, les autres 5 autres pays ne vont pas continuer à accepter de payer pour eux. Donc, en ce moment, il va se trouver évidemment devant un autre choix cornélien, qui est donc de savoir de les mettre tous dehors de l'institution. Parce que celui qui ne paye pas n'a aucun droit sur une institution. Donc, voilà les éléments que je vais ajouter à ce que mon frère disait tantôt, pour dire que, et ils savent d'ailleurs, ils sont de mauvaise foi. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait beaucoup de temps, ils n'ont pas fait beaucoup d'agitation. Parce que, rappelez-vous, quand c'était avec la CEDEAO, ils ont fait des meetings, ils ont fait mais depuis là, vous voyez, ils font le service minimum. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens, cette fois, de faire prévaloir leur agitation. Ils peuvent évidemment développer des émissions en interne, ça c'est de la propagande pour la consommation d'un public non averti qui fait. Mais au fond, ils savent qu'à la vérité, d'ailleurs, si vous regardez un tout petit peu, dans les argumentaires qui sont développés par les partisans, on ajoute à côté de la Côte d'Ivoire, donc Ouattara, du Bénin, on ajoute désormais le Sénégal. Ils sont en train de s'en prendre donc au président de MIFI en disant que c'est la nouvelle recrue de la France-Afrique, que donc c'est un de vos valets. Mais ils oublient qu'après la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, et que malgré les agitations de Sonko au lendemain ou à la veille des élections, et une fois aux affaires,
Sonko a compris tout l'intérêt qu'il avait, évidemment, à maintenir son pays dans le bloc de l'UEMOA et de la monnaie unique. Donc, ce qui fait qu'ils ne trouveront oreille attentive auprès de personne d'autre en dehors de leurs deux autres pères. Mais même là, il ne me paraît pas aujourd'hui évident que les trois pays de l'AES parlent la même voix. Il me semble qu'ils sont dans la dynamique un peu de ce qui a prévalu quand il y a eu la crise algérie-malienne, où les deux autres, le Burkina et le Niger, ont fait des protestations de principe. Quand le Mali a fermé son ciel aux avions algériens, ni le Burkina, ni le Niger ne l'ont suivi. Et aucun d'eux n'a accepté d'aller trop loin dans la dispute avec l'Algérie. Je pense raisonnablement que ni le Mali, ni le Niger n'ont envie évidemment d'aller dans une confrontation au sein de l'UEMOA pour acheter cette bagarre inutile de Ibrahim Traoré. Oui, véritablement, on dirait que dans l'AES, on dit une chose et vouloir son contraire. Parce que tant rejeter le franc CFA comme étant la base du sous-développement de nos pays, est-ce qu'on peut vouloir aujourd'hui rejeter une chose et dire qu'on veut diriger en même temps cette institution qui garde le patrimoine de cette même chose? Doyen Kara. Barry a tout dit, hein? Il a tout dit. Ils n'ont pas le moyen. Bon, les autres ont pris conscience et ils sont entendus. Et aussi, si là, on les laisse prendre la tête, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, c'est le temps. Le temps les a fait savoir qu'ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont ni le moyen, ni le fonds pour créer leur propre monnaie. Si aujourd'hui, ils jouent à créer la monnaie Niger, Burkina et Mali, c'est la fin de ces trois pays. Ils vont se fondre. Parce qu'ils ne savent pas l'économie, moi-même qui ne sais pas, je vaux mieux que eux. On ne crée pas la monnaie comme ça. On ne peut pas vivre entre les trois pays. Vous allez vivre avec les autres. Mais votre monnaie va être dévalorisée. Alors, il paraît dans certains pays aujourd'hui, pour aller acheter un pain, on a besoin d'une bourvette, pour remplir le pied des banques. Voilà, acheter le pain avec. Et prenez le Zimbabwe aujourd'hui, qui avait parlé comme ces trois pays. C'est le propos des problèmes qui s'est raté. Aujourd'hui, allez voir le Zimbabwe, comment elle est devenu. Donc, depuis 2023, ils ont proposé, et ils ont vu certainement les experts qui les ont dit non, vous jouez avec le feu. Ça, ils ne vont pas nous révéler ça, mais les gens les ont dit que vous jouez avec le feu. Et si vous s'amusez, c'est la fin de ces trois pays. Parce que les autres, vous ne pouvez pas vivre entre les 5 autres pays, plus les autres pays puissants que vous les incitez à longueur de journée. Et comment on va avancer avec l'AIS, l'AIS? On ne peut pas consommer entre nous les trois pays pauvres. Ça ne peut pas aller. Donc, M. Barry a dit, comme je dis, et je répète, créer une monnaie, ça ne se fait pas comme ça. Si vous jouez, ce qui vous arrive, c'est votre responsabilité. Je crois que nos frères maliens, nigériens et nous, Burkinabés, nous avons des exemples. Les exemples sont là. Il y a le Ghana qui est là. Il y a la Guinée qui est là. Il y a, moi, je ne savais pas que la Gambie avait sa monnaie. Je suis en Europe, j'ai vu avec les Gambiens. Je connais comment ça se passe. Le franc marocain, même qui est plus fort que certains, aujourd'hui, ils ont des problèmes. Quand ils vont dans quand ils veulent l'envoyer là-bas, c'est pas même chose, ça monte, ça descend. C'est pareil, ça joue avec les Marocains qui sont au Maroc, qui veulent aller acheter des choses ailleurs. Si vous avez 1 million en Marocain, et que le lendemain, vous allez retrouver ce équipement avec 700. C'est vous qui perdez.
C'est ça le problème de la monnaie. Donc, si l'exemple de la Guinée-Conakry nous a pas servi de leçon, l'exemple de nos frères ghanéens qui préfèrent le franc CFA, parce que je suis non loin de la frontière ghanéenne. Je crois que lorsque vous approchez de la frontière ghanéenne, les Ghanéens demandent le franc CFA par rapport à l'air civil. Voilà. Donc, avec ces expériences, quand même, on a joué, on veut dire au Burkinabé, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a voulu savoir faire savoir au Burkinabé. Ça coûte le franc CFA, ça coûte la France, ça coûte la CEDEAO. Aujourd'hui, le Burkina est plus pauvre qu'il y a 3 ans. C'est moi qui vous rappelle aujourd'hui que mes frères font des panels pour dénoncer le prix élevé. Ce qu'ils achètent à 15 000 il y a 3 ans et à 30 000 aujourd'hui. C'est des prix, ce sont des panels. Ils souffrent aujourd'hui dans les réseaux. Donc, il les a fait croire que c'est la faute de la France, c'est la faute de France, c'est pas que vous voulez. Aujourd'hui, la souffrance est devenue double, c'est doublé. Comment vous pouvez, le sac d'engrais que nos parents achètent dans le Toubou, dans le Zouzouégo, à 15 000, au temps des rocs, doivent être aujourd'hui, si tu as trouvé moins, c'est 30 000, sinon 32 000. Idem pour le maïs. Tout est serré, ils n'arrivent pas à payer. Quand vous allez, les gens de Bourou, ils font des panels parce qu'aujourd'hui, ils vont dans les cliniques pour se soigner. Il n'y a même pas de pansement stérile. Il n'y en a pas. Les docteurs les envoient dans des cliniques de vieux que les hôpitaux. C'est eux qui dénoncent. Ce n'est pas moi qui dis. C'est des preuves qui sont là. Autant de pays, ils n'ont jamais vécu ça. Donc, la propagande, il les a fait croire que c'est la faute de tout ça. Mais le pays aujourd'hui souffre. C'est moi qui donne différents prix. Parce que la période où les gens achètent les engrais, moi j'achète. Les gens demandent des aides. Je connais les prix. Ce n'était pas comme ça avant. Donc, ils se sont trompés. Aujourd'hui, sans doute que, je répète, ils ont vu des experts qui nous ont dit, attention, vous risquez, vous allez prendre des risques, mais vous allez payer cher. C'est pour cela qu'il ne suffit plus comme M. Marie a dit, au temps de la CEDEAO, vous voyez comment ils font, ils se voient, ils disent des choses, ils gonflent les voitures. Mais cette fois-ci, c'est la vie. Ils ne parlent pas. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer avec l'humour. Voilà. Oui, ils ne peuvent pas jouer avec lui ou moi parce que la question de monnaie est assez quand même sérieuse. Monsieur Newton, on entend par-ci, par-là que le Burkina Faso doit payer pour cette année, en termes de créances, 1000 milliards de francs CFA. Dans le contexte actuel où les choses commencent à devenir très difficiles, pensez-vous que l'État va pouvoir honorer? On est pris aussi par le temps, donc ça sera la dernière question. Je ne sais pas si les finances aujourd'hui du Burkina lui permettent de faire face à une telle exigence monétaire. Je ne suis pas certain, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais comme a dit tout à l'heure mon frère, c'est qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent quand même qu'il y a un problème. Il y a une chose, et à mon avis, il faut souvent écouter très bien Ibrahim Traoré lui-même. Il a proclamé péremptoirement il y a quelques jours que lui, il n'achète plus de chars. Il va en fabriquer. Vous savez qu'il n'en a pas les moyens de les fabriquer. Personne aujourd'hui, on n'est même pas capable de fabriquer une bonne mobilette. Ce ne sont pas des chars qu'on va pouvoir fabriquer à Ouagadougou, qui vont donc remplacer les chars qu'on achète. C'est tout simplement parce qu'il n'a plus d'argent. Parce qu'il a gaspillé beaucoup d'argent. Sur les 3 ans, à la vérité, il n'a pas dépensé moins de 2500 milliards de francs CFA pour acheter de la pacotille, dont près de la moitié aujourd'hui a été détournée ou en tout cas récupérée par les terroristes. Et un autre bon tiers, c'est gâté naturellement comme tous les usages qu'on peut avoir. Puisque vous savez qu'en matière, pendant les périodes de guerre, le matériel roulant se détériore à une vitesse extraordinaire. Quand vous avez une pick-up que vous devez aller dans la brousse, on ne conduit pas en faisant attention aux trous et aux machins. Donc, quand quelqu'un est engagé pour sa vie, le matériel est le dernier élément de sa préoccupation.
Donc, ce qui fait que la durée de vie d'une pick-up utilisée sur le terrain, c'est maximum 1 année. Ça ne peut pas dépasser ça. Après, il ne peut plus servir. Et donc, il y a l'obsolescence liée donc à l'utilisation du matériel, mais également le fait que la moitié de l'armement qui a été acheté dans les 2500 milliards a été récupéré par les GATT. Ce qui a élevé aujourd'hui le niveau de conflictualité, de la menace à un niveau jamais égalé. Si aujourd'hui, les terroristes peuvent attaquer et avoir le dessus sur des bases aussi importantes que Diapaga, Dibo, comment on appelle, à côté de Yamba, Futuri, dans toute cette partie de Solé aussi, Solé, Kumbri, et les petites garnisons de Séguénéga, etc. Si les GATT peuvent attaquer et vaincre, c'est parce qu'ils ont un niveau d'armement qui leur permet d'être au-dessus ou sinon égal, évidemment, aux troupes nationales. Parce qu'en matière de guerre, c'est la puissance de feu. Vous ne pouvez vaincre l'autre que si vous avez un niveau de feu, une puissance de feu plus élevée, ou bien si vous avez une stratégie beaucoup plus efficiente que l'autre. On se rend compte que depuis mars, de façon quasiment systématique, toutes nos bases qui ont été attaquées par les GATT n'ont pas pu résister. Donc, ça veut dire que le niveau d'armement, le niveau de la puissance des armes des GATT a pris un certain niveau qui le rend à peu près égal aujourd'hui au même niveau que celui de l'État et de nos armées. La seule différence, le seul avantage comparatif que les États du Sahel ont aujourd'hui par rapport aux GATT, c'est le fait qu'ils ont des drones. C'est la seule différence. Sinon, du point de vue militaire, c'est-à-dire du point de vue des hommes, l'aguerrissement des hommes, du point de vue du matériel, du point de vue de la puissance de feu, les États font à peu près jeu égal avec les terroristes un peu partout. Il faut imaginer le camp de Boulikessien qui a été attaqué et pris le 1er juin. Mais c'est l'un des détachements les plus importants vers la frontière entre Burkina et le Mali. Et le matériel qui est parti, qui a été évalué, je crois, sur cette période-là, est à peu près de 1 milliard et quelques de francs CFA qui a été emporté dans ces différentes attaques-là. Donc, c'est pour vous dire la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui fait que économiquement, les pays de l'AES sont tous aujourd'hui presque à genoux. Vous savez qu'en ce qui concerne le Burkina Faso, au niveau de notre réserve de devises qui nous permet d'exporter, nous sommes, selon les spécialistes, à 1 mois et demi d'exportation. C'est-à-dire, hors un pays normal, c'est quand même le minimum acceptable, c'est 6 mois. C'est-à-dire, à partir de 6 mois déjà, on commence à tirer sur la sonnette d'alarme. Or, nous sommes à 1 mois et demi. Donc, c'est dire la situation telle qu'elle est difficile aujourd'hui et que je ne suis pas sûr que le pays puisse avoir cette somme-là pour rembourser éventuellement une aide. Mais deuxième élément, c'est qu'on n'en sort pas. Il n'y a pas aujourd'hui une perspective vertueuse vers laquelle on serait en train de partir pour pallier la difficulté que nous avons. Nous sommes plutôt dans la politique des effets d'annonce. Vous avez vu un peu ce qui se passe avec Faso Mego. Comment vous pouvez imaginer qu'un sac, 2 sacs, 3 sacs de dons, par-ci, par-là, peut contribuer à avoir, donc, être constitué un projet structurant pour un pays et pour induire le développement. Ce n'est pas possible. Tout le monde sait que c'est un effet de leurre. Mais comme vous savez, ce qu'il privilégie davantage, ce sont les effets d'annonce et plutôt que les éléments de structure. Il me semble donc que nous sommes en train d'engager une année qui va être très difficile économiquement. Les indicateurs deviennent de plus en plus rouges et c'est pour cela qu'il me semble qu'il faut plutôt regarder au niveau de l'UMOA
qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de changer la situation qui prévaut actuellement. Parce que, sauf à se suicider et à suicider leur propre peuple, je ne crois pas aujourd'hui qu'ils puissent s'hasarder à créer une monnaie en l'état actuel des économies des trois pays. Ce n'est pas possible. Ils peuvent parler de l'or comme ils veulent, mais ils savent très bien que l'or ne fait pas la puissance économique. Si c'était ça, certains pays seraient aujourd'hui des pays développés. Les matières premières sont des atouts, mais ils ne sont pas tout. Il y a des pays qui n'ont pas de matières premières, mais qui ont des économies extrêmement solides. C'est le cas, par exemple, du Japon. Le Japon n'a aucune matière première sur son sol, mais c'est l'une des puissances économiques aujourd'hui. La Corée du Sud n'a pas de matière première. La seule matière première valable, à la vérité, c'est la matière première humaine. C'est la qualité de la ressource humaine. Si vous avez de la qualité au niveau des ressources humaines, c'est l'investissement qui, de mon point de vue, a une valeur ajoutée la plus importante que les ressources naturelles. Les ressources naturelles, si vous les avez, peuvent aider. On peut se développer quand on a, mais ça ne fait pas de vous systématiquement un pays développé. Si c'était le cas, j'en termine sur ça. La Guinée de Sékou Touré serait aujourd'hui la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée est ce qu'on appelle le scandale géologique. Il y a tout en Guinée. En plus du sous-sol qui est riche, la Guinée fait partie des pays les mieux arrosés, avec tous les climats que vous pouvez imaginer. En Guinée, vous avez des climats tempérés. Donc, dans la zone d'Alaba, en allant vers cette partie de la Guinée, toute l'année, il fait 12 degrés, à la vérité. Donc, c'est un peu comme des pays européens. Et le sous-sol, vous savez, je répète une fois de plus, c'est un scandale. Mais ce n'est pas ça qui fait le développement. Le développement, c'est d'abord une bonne politique de développement structurelle, bien construite, et puis de la ressource humaine de qualité. Nous, au Burkina Faso, nous avons de l'eau en permanence. Malgré que nous soyons, en tout cas jusqu'à présent, malgré que nous soyons un pays désert dans le Sahel, nous avons de l'eau au robinet tous les jours, alors qu'en Guinée, à Conakry, on donne de l'eau, on rationne l'eau. Tel quartier a de l'eau aujourd'hui, tel autre quartier a de l'eau demain. Alors que la pluie, c'est tous les jours qu'il pleut en Guinée. Tous les jours. Donc, la qualité de la gouvernance, c'est ça qui fait la différence. Et non pas les ressources naturelles. Et les gens que nous avons aujourd'hui à la tête des 3 pays du Sahel, c'est vraiment la catastrophe que nous avons. C'est vraiment la catastrophe. Je pense que depuis 1960, c'est les pires que nous ayons eu comme dirigeants. Et c'est ça notre drame, en fait. Oui, merci. Au nom de tous les téléspectateurs, on tient à dire merci à nos invités du jour. Nous étions avec M. Newton Ahmed Bari, le doyen Karayigo. Il y a aussi notre frère Lucas, malheureusement, qui a eu un souci de connexion qui nous a quittés. Ce n'est que partie remise, certainement. Pour le débat du week-end prochain, on aura l'occasion, encore le plaisir de l'écouter et d'avoir ses analyses, surtout que c'est un futur candidat aussi aux élections présidentielles. Allez, sur ce, je vais dire merci à nos invités, à tous les téléspectateurs, et on va se donner rendez-vous pour le week-end prochain dans un autre débat avec le sujet, en espérant qu'ils vont quitter effectivement le franc CFA. Allez, le doyen Karayigo, je vous dis merci et bonne soirée. Et à très bientôt. Merci.